Dans Folie douce, il est possible que soient abordés des sujets comme la dépression, la drogue, le suicide, les violences sexuelles, même si promis ça sera jamais frontal ou graphique. Si vous, qui écoutez, traversez un moment particulièrement difficile, si la vie vous semble accablante, c'est ok, ça arrive, ça m'est arrivé. Ne restez pas seul. Vous pouvez en parler à votre médecin qui vous orientera vers un professionnel de la santé mentale. Ou alors, appelez le 31 14. Le 31 14. Il y a des gens formés qui vous écouteront avec bienveillance. Voilà, prenez soin de vous et place à Folie douce. Je suis fou! Oh non, pas ça. Leave Benny alone! Please! Pas la salpêtrière. Mais tu m'as tout volé! Tout! Non, pas ça. Non! I say put mental health first. Je ne suis pas folle, vous savez. Calmez-vous. Je me calme si je veux. The more insecure I felt, the more I drink. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. I am black and a woman and I'm not angry at all. Hell, I'm pissed the fuck off. I'm mad as hell. Connard! Connard! C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Ici Folie douce, le podcast qui libère la parole sur la santé mentale. À commencer par la mienne. Je devrais laisser place à plus de spontanéité, quoi. Ici Folie douce, avec Lucky Love. La vie et moi, on dialogue. Et c'est le moment où je dois lui dire tout mon amour, quoi. J'ai dû souvent dans ma vie affirmer mon amour envers elle. Nous sommes le 1er février, à l'heure où je vous écris ces lignes. C'est drôle parce qu'en fait, vous allez probablement écouter cet épisode courant mars. Et ça fait comme une capsule temporelle, en fait, que je vous envoie depuis le 1er février, qui est donc le jour de lancement de Folie douce. Il est à peu près 10h, 10h30. Les 2 premiers épisodes sont en ligne depuis quelques heures. C'est en fait aujourd'hui et le jour J. Je m'apprête néanmoins à enregistrer un épisode avec une personne que je suis impressionnée de rencontrer. C'est Lucky Love. Ça fait longtemps que je trouve que je devrais pouvoir inviter des garçons dans la poudre. Et c'est une idée des garçons cis, je précise, parce que des garçons trans, j'en ai eu dans la poudre. Et voilà, quand je vois des personnes comme Lucky Love, je me dis que ça allait de soi et que... En fait, mon ami Juliette Drouard, il emploie le terme personne sexisée. Ce terme, il est en train de se répandre et de se banaliser. Et c'est tant mieux parce que ce terme, il est important, en fait. Évidemment que les garçons queer subissent le sexisme au même titre que les femmes cis, que les femmes trans. Et qu'on est bien nombreuses, nombreux à pouvoir parler de genre d'une perspective subalterne. Avant-hier soir, j'étais en PLS d'angoisse. Ça ne m'était pas arrivé depuis vraiment longtemps de me sentir si mal, de ne pas pouvoir sortir de ma tête. J'étais pliée en 2 sur mon lit, j'avais mal au ventre. Et là où je me dis que j'ai fait des progrès, c'est qu'au lieu de me laisser emporter par ces pensées négatives, je les ai décortiquées. Et j'ai réussi à distinguer 3 types d'émotions qui s'entrechoquaient. Il y avait une anxiété un peu pathologique, la peur d'être jugée, le besoin de validation, l'envie complètement irrationnelle de vouloir tout faire bien, tout parfait, que tout le monde m'aime et que personne me critique. Bon bah voilà, ça c'est un vieux truc qu'il faut régler, que je suis en train de régler. Il y avait également le trac. Le trac, c'est un bon stress. C'est quelque chose qu'on ressent quand on va monter sur scène, quand on envoie dans l'espace public quelque chose de nouveau, comme je suis en train de le faire. Et ce trac-là, qui est une forme d'excitation, une petite adrénaline, je pouvais le garder. Et il y avait une 3e émotion qui était liée à
à mon TDAH, un sentiment d'être absolument incapable de faire tout ce que j'avais à faire. Une incapacité absolue à hiérarchiser ma to-do list. C'est souvent en fait cette petite goutte-là qui a fait que par le passé, j'ai craqué, fait des burn-out. Eh bien, ce soir-là, au lieu de faire ce que j'aurais fait autrefois, c'est-à-dire une nuit blanche, à boire du café, à fumer, j'ai bu une tisane et je suis allée me coucher. Et après avoir dormi, tout allait mieux. Je me suis rendu compte que la liste de tâches à accomplir n'était pas si longue, qu'elle était en tout cas gérable. Je me suis rendu compte que c'était pas grave que tout le monde m'aime pas, parce qu'il y avait des gens qui m'aimaient tout près de moi. Et je me suis rendu compte que c'était chouette d'avoir le cœur qui palpite à l'heure de vous présenter un nouveau projet. Voilà. What about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Bon, je suis vraiment ravie que tu sois là. Moi aussi, je suis trop content. T'as pris ton café très très sucré, j'ai entendu. Oui. Que du sweet. Ah, j'aime la vie douce, moi. J'aime pas les trucs genre agressifs, là. Le café, c'est un truc d'adulte. Lucky Love, vous êtes danseur, comédien, mannequin, performeur, chanteur aussi et surtout ces derniers temps. Vous avez sorti un EP, Tendresse, en 2023. Et sur cet EP, il y a une chanson, Masculinity, qui est devenue un hymne de liberté pour la communauté LGBTQIA partout dans le monde. On vous chante en Ukraine et en Iran, on vous adule aux États-Unis, en Italie. Ce titre qui questionne les codes de la virilité prend dans votre voix à vous, petit garçon du Nord, queer, handicapé, une dimension politique hallucinante. Lucky Love, vous êtes aussi et déjà une icône. Vous fascinez, vous séduisez, vous captivez. Je suis très heureuse parce que c'est le premier podcast que vous enregistrez aujourd'hui. J'ai cherché dans Spotify, il n'y en a pas encore. Mais vous avez déjà une énorme communauté en ligne, des centaines de milliers de personnes qui vous suivent sur Instagram. Vous êtes aussi très connu dans le milieu de la mode. Ces dernières semaines, vous étiez présent au plus grand défilé haute couture, dans les haut-parleurs chez Gucci, sur le podium chez Margiela. Et puis, vous êtes le héros d'un documentaire entier qui vous est consacré, Lucky, de Lorraine Denis et Anthony Vibert. Il a été présenté au festival de Tribeca. Il n'est pas encore sorti en France. Je ne sais pas si on pourra le voir ou quand on pourra le voir. En tout cas, moi, je l'ai vu. C'est une surprise. Je l'ai vu en avant-première et il est magnifique. Oh, merci. Merci d'être là ce matin. Je vous appelle Lucky, Lucas, qu'est-ce que vous préférez? Ce que tu préfères, toi. Bon, d'accord. Comment ça va aujourd'hui? Genre vraiment? Genre vraiment? Ouais. Comment ça va en ce moment? En ce moment, ça va bien. J'essaie de digérer tout ce qui m'arrive. Moi, j'ai la recette pour digérer les pépins. Pour digérer les trucs pas faciles, pas rigolos, tout ça. Mais j'avoue que le plein bonheur comme ça, et puis et la célébration, j'ai pas encore les types pour le gérer parfaitement émotionnellement. Du coup, en ce moment, j'essaie de le gérer. Ouais, je suis hyper heureux. Et du coup, c'est un peu perturbant. Voilà. C'est vachement intéressant cette approche, effectivement. Et ça va passer par quoi Par exemple, hier, je vous suis sur Instagram et j'ai vu que John Galliano, le designer de Margiela, vous envoie un bouquet de 8 mètres de haut. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, ça n'arrive pas à tout le monde. Concrètement, ça vous procure quoi, en fait? C'est un peu... hier, justement, quand j'ai reçu le bouquet de John Galliano, c'était le deuxième bouquet en plus en 2 semaines, et puis c'est une escalade de bouquets, parce que vraiment en ce moment j'en reçois tout le temps chez moi, et là le fleuriste est arrivé en plus avec un énorme vase, il était caché derrière son bouquet, tout ça. C'est déroutant parce que déjà ça arrive dans mon intimité, c'est-à-dire que c'était un peu le symbole, ces fleurs, c'est un peu le symbole justement de ce qui se passe à l'extérieur de chez moi et qui arrive enfin chez moi, parce qu'en fait quand on est artiste, ce qui est très étrange, c'est que sur scène ou sur un plateau, on est adulé, admiré, et puis une fois chez soi, on n'est plus que soi-même. Et du coup, ce qui m'arrive en ce moment, je ne l'ai jamais encore invité chez moi. Là, c'est la première fois que ça rentre vraiment dans ma maison, tout ce qui est en train de se passer dehors. Et du coup, c'était un très grand symbole. En plus, le bouquet est gigantesque, comme tu l'as si bien dit. Et du coup, j'étais un peu dérouté. C'est un peu étrange d'un coup de devenir le centre d'attention, et puis surtout d'être
d'être comme ça remercié et adulé par des personnes que j'ai admirées toute ma vie. John Galliano, pour moi, c'est un génie. Et je lui ai dit quand on s'est rencontrés, c'est que c'est vraiment lui qui m'a donné envie de mode quand j'étais gamin. Et du coup, et qui m'a aussi fait comprendre que la mode, c'était pas que la mode, que c'était aussi un spectacle, que c'était aussi du théâtre, que ça pouvait, que ça devait être un objet entier. Et du coup, là, de me retrouver face à un bouquet avec un mot de John Galliano écrit à la main, tout ça, j'essaie de réaliser, quoi. Je demande à mon mec de me pincer, souvent, en ce Donc moment. en fait, il y a presque une forme de déréalisation, quoi, de dissociation qui se produit. Genre, c'est pas vraiment à moi que ça arrive, quoi. Exactement. C'est un peu étrange. Ou alors, quand ça arrive, c'est soit on se dit, voilà, mais c'est pas pour moi, c'est étrange. Ou alors je me dis que ça va s'arrêter, quoi. Et du coup, c'est ça qu'il faut gérer. C'est que quand ça commence, parce que là, clairement, en plus, ça commence, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, je commence à avoir des marques comme ça d'affection ou de respect qui sont assez extraordinaires, je dirais. Et du coup, pour moi, il faut dissocier, ouais. Il faut que... Puis ça me permet aussi... dissocier, ça me permet aussi d'être lucky de temps en temps et de rester Luc à la maison. Ce qui est difficile, c'est aussi ça, c'est de... j'ai pas envie de devenir un espèce de trou de balle qui parle que de lui. Enfin, tu vois, et quand il arrive toutes ces choses-là, c'est très difficile parce que tu as envie de le dire à tous tes amis, à tous les gens qui t'ont vu aussi quand tu n'étais pas au milieu de ta forme, tout ça. Donc, tu as envie de le crier sur tous les toits. Et d'un autre côté... faut vite faire attention à ne pas devenir une espèce de truc égocentrique. Voilà. Ouais, mais c'est marrant, c'est une conversation qu'on avait aussi l'autre jour avec Voyou. Le fait d'avoir un pseudonyme, d'avoir en fait un personnage public, tout comme tu as eu aussi pendant longtemps ce personnage que tu jouais au cabaret, Madame Arthur, la Vénus de 1000 hommes. Ça permet aussi peut-être de mettre à distance, effectivement, ce désir, cet enthousiasme que tu peux susciter auprès d'un public et quitter peut-être l'enfant en toi, quoi. Ouais, et puis j'ai toujours... moi, j'ai toujours conçu la célébrité comme les Américains le font. Parce que j'ai grandi avec des idoles américaines. Moi, ma plus grande idole, c'était Andy Warhol. J'adorais l'idée de la starification d'un produit. Parce qu'en vrai, le génie d'Andy Warhol, pour moi, c'est d'avoir su rendre des objets du quotidien, d'avoir su les élever au rang d'icônes, comme ces boîtes de soupe ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que pour moi, le pop art, il vient vraiment de là. Et la pop aussi, elle vient de là. C'est vraiment sublimer ce qu'il y a de banal ou mettre une loupe qui nous permet de regarder de plus près ce qu'on ne regarde pas normalement, quoi. Du coup, ouais, Lucky, pour moi, Lucky Love, c'est vraiment une marque déposée. Je vois ça un peu comme ça, quoi. Je me dis, OK, c'est un produit. Et j'aime bien cette dissociation. C'est-à-dire que c'est un produit dans lequel je viens mettre finalement beaucoup de moi. Mais tout n'y est pas totalement. J'essaie de garder un endroit à moi. Ouais. Est-ce que tu es fort pour identifier tes émotions ? Je pense que je suis fort, ouais, pour identifier mes émotions, mais par contre, je suis pas fort pour les faire cohabiter avec le monde. Ouais, je sais pas trop comment faire cohabiter mes sentiments, mes sensations avec le monde en général, parce que je suis pas... Moi, je prône la vérité, ma plus grande valeur, je crois. Et le truc, c'est que quand on décide de plus porter d'œillères, c'est un peu difficile dans un monde qui en porte tout le temps. Du coup, j'essaie d'être le plus juste possible envers mes émotions et envers le monde qui m'entoure pour les faire cohabiter au mieux. Mais ouais, je pense que ma difficulté, elle est là-dedans. Les identifier, je sais le faire. Les vivre, c'est autre chose. T'as l'impression que t'as une trop grande lucidité, peut-être, sur le monde, sur les choses. Sans prétention aucune, parce que j'ai pas envie de sonner prétentieux, mais ouais, je pense qu'en fait, comme je suis né sans bras gauche, tu sais, en fait, moi, j'ai grandi dans une cour de récré où finalement, personne voulait me parler. Et du coup, très vite, quand j'étais gamin, il a fallu que j'observe le monde dans lequel je me trouvais pour comprendre son fonctionnement et pour comprendre comment y faire ma place, quoi. Comment finalement entrer dans cette société qui était totalement hostile à ce que je représente. Et donc, du coup... quand tu as passé toute ta primaire et collège à observer les autres et leur comportement en société, leur comportement seul, du coup, ouais, tu arrives très vite à une espèce de clairvoyance, quoi, comme ça. Moi, j'appelle ça le zoom out. C'est-à-dire que mon œil, il a une capacité à zoom out, à regarder la situation de beaucoup plus loin.
Et du coup aussi, ça me permet souvent de relativiser. Je suis quelqu'un que le tragique ne touche pas beaucoup, parce que très vite, je sais m'extraire de ça en regardant la plus grande image, quoi. Voilà, ouais. T'étais un enfant qui allait bien? J'étais un enfant qui voulait très vite ne plus en être un. Parce que non, je pense pas que j'étais un enfant qui allait bien. J'étais un enfant seul. Euh, pour moi, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais je savais dès le plus jeune âge que j'allais m'en aller. Et, et aussi que, je sais pas, la médiocrité enfantine, elle m'a fait beaucoup de mal. Selon l'UNESCO, en 2023, un apprenante sur 3 dans le monde, âgé de 11 à 15 ans, est harcelé au moins une fois par mois, et près d'un apprenante sur 3 a été physiquement agressé au moins une fois dans l'année. Le harcèlement scolaire peut avoir pour conséquence la déscolarisation, mais aussi l'anxiété, la dépression, l'automutilation. Les enfants qui subissent du harcèlement ont 2 fois plus de risques de se sentir seuls, d'avoir des troubles du sommeil ou d'avoir déjà pensé au suicide. En France, selon le Sénat, en 2021, 6 à 10% des élèves subissent une forme de harcèlement lors de leur scolarité. Cela représente entre 800 000 et 1 million d'enfants. Il faut préciser que ces violences s'accompagnent souvent d'injures à caractère raciste, homophobe ou transphobe. Un numéro d'écoute a été mis en place en octobre 2022, c'est le 30-20. C'est mieux que rien, parce que la prise en charge du harcèlement scolaire a encore beaucoup de progrès à faire dans ce pays. Surtout, je savais l'identifier, c'est-à-dire que je me disais pas, je le prenais pas personnellement en me disant, oh là là, ils sont méchants, je suis un petit garçon horrible, ils ont raison, je vaux rien, nanana. Très vite, en fait, je me suis rendu compte que je valais quelque chose, qu'en fait, ce qu'ils disaient, c'était pas vrai, que juste, en fait, j'étais né dans un monde qui était pas adapté, quoi. Et que du coup, c'était pas forcément pour autant ma faute, je me blâmais pas moi-même. Très vite, j'ai su quand même blâmer le monde autour de moi et dire, c'est pas OK, en fait, la façon dont on me traite. Et donc, du coup, je me suis dit, je pourrais le dire et lever le bras qu'une fois que j'aurai 18 ans. J'avais cette hâte comme ça des 18 ans. En fait, t'avais compris le caractère systémique du validisme, parce qu'en fait, c'est ça que tu t'es pris dans la figure tout de suite, quoi. T'es différent, tu mérites pas d'avoir ta place, quoi. Ouais, et puis je pense que aussi, en fait, derrière la cruauté, qu'elle soit enfantine ou non, mais derrière la cruauté ou derrière l'exclusion, souvent, en fait, finalement, c'est les insécurités d'autres personnes que je payais moi. Et je m'en suis très vite rendu compte qu'en fait, derrière la cruauté des gens, se cachait souvent soit une peur, soit une incompréhension, soit réellement une colère qui m'appartenait pas, qui n'était pas à moi, et qui n'était pas non plus forcément dirigée vers moi. Mais j'avais plus l'impression d'être un réceptacle à névrose, quoi. C'est-à-dire que quand tu es différente, tu es un peu une espèce de réceptacle à toutes les névroses du monde. Parce qu'on les met sur tes épaules en se disant qu'en fait, si on va mal, c'est un peu ça, c'est un peu grossièrement résumé, mais que s'ils vont mal, par exemple dans une pièce, c'est parce que je les dérange. Alors que finalement, si ma présence les dérange, c'est plutôt parce que ça vient chatouiller en eux un truc qui n'est pas réglé, quoi. Voilà. Quand est-ce que tu as commencé un travail en psychanalyse? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Ce qui a été le déclencheur, c'est en fait d'avoir l'impression de finalement ne plus avoir de problème imminent, de plus avoir d'urgence, qui fait que je me disais, ok, là, j'ai plus rien à régler dans l'urgence, là. Donc, du coup, je vais pouvoir aller finalement faire ce travail. Parce que jusqu'à maintenant, ma vie, ça a été quand même une espèce de succession d'urgences à régler. Et j'adore ça. C'est un truc duquel je me plains pas du tout. Parce que j'adore l'idée de devoir être dans l'urgence. Ça me rend encore plus vivant. J'ai l'impression que ma cote vitale, elle est au max quand je suis en train de vivre une épreuve. Parce que c'est le moment où la vie et moi, on dialogue. Et c'est le moment où je dois lui dire tout mon amour, quoi. J'ai dû souvent dans ma vie affirmer mon amour envers elle, envers cette espèce de grand truc, l'univers. Enfin, moi, je l'appelle l'univers parce que je lui parle et tout. Il est personnifié. Mais du coup, après toutes ces urgences-là, j'ai eu le temps de me poser des questions et de me dire que peut-être ce serait bien d'aller faire un travail plus profond. Il y a un moment dans le documentaire, on comprend que tu es beaucoup plus jeune, face caméra, où vraiment tu pleures et tu as cette phrase bouleversante, tu dis « je voudrais pas exister », donc on sent que tu es dans un moment de dépression. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu prends conscience que tu as besoin peut-être d'être aidé ou de faire un travail
Ouais. si quelque chose. Ouais, alors je me souviens, je dis exactement que je ne sais plus comment exister. Ah oui, c'est ça. Parce que j'ai toujours voulu exister. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, je savais plus comment. Et ouais, c'est à ce moment-là, c'est vraiment parce que j'ai été aussi, j'ai pas grandi avec mon père. Et c'était un moment où je devais devenir un homme. Et moi, j'ai appris à être un homme grâce aux femmes. C'est les femmes qui m'ont appris à être un homme. C'est ma mère qui m'a appris à me raser. Je sais pas, tu vois, c'est que des trucs comme ça. J'ai grandi avec ma mère beaucoup, ma grande sœur, qui était mon pilier, parce que c'est une personne très... Ma mère, elle est comme moi, elle est plus instable, plus... c'est une personne très sensible, et elle a une sensibilité exacerbée qu'elle assume en plus. Et ma sœur, par contre, c'est tout l'inverse. C'est une personne très douce, très gentille. Et puis c'est un people pleaser, ma sœur. Elle est vraiment... elle a toujours voulu créer un équilibre. Et du coup, j'ai grandi qu'avec ces femmes-là, et en fait... je savais pas vraiment, vers mes 19 ans, 19-20 ans, c'est ça les images, je savais pas vraiment comment exister, parce que je rencontrais toutes mes incohérences. En grandissant, c'est le moment où j'ai été face à mes incohérences, où je me suis dit, oh là là, j'avais ce besoin, parce qu'en plus, à cet âge-là, tu fais des espèces de montées de testostérone, tu es en train de devenir un gars, il y a les hormones qui jouent aussi et tout. Et puis moi, j'ai été entouré beaucoup de personnes trans. Ma meilleure amie, Raya Martini, est une femme trans que j'ai vue en plus dans tout son processus, dans toute sa transition, et que j'ai vu aussi beaucoup souffrir. Et du coup, moi, avant de fréquenter tous mes amis, je m'étais jamais vraiment posé de questions, parce que pour moi, c'était là, la question du genre, elle se posait pas vraiment. J'étais quelqu'un de très féminin, et c'était comme ça. Et ça me dérangeait pas tant. Et puis, en fait, ce qui est bizarre, c'est que ce milieu LGBTQIA, qui a été d'abord une source quand même d'évasion et de liberté pour moi, et puis d'affirmation, d'un côté, ça a aussi été castrateur, parce que les hommes homosexuels ont des standards, je dirais même plutôt des icônes, tu vois, tels que, je sais pas, Peter Berlin, qui sont mes icônes à moi, aussi quand tu regardes les dessins de Tom of Finland, etc. Et c'est de l'hyper-masculinité, c'est de l'hyper-virilité, avec le symbole d'un homme sexy pour les hommes homosexuels en général. Ça reste quand même un homme qui n'a pas l'air d'un homosexuel. Un peu comme le marin dans la pub Jean-Paul Gaultier. Je donne des refs un peu mainstream. Ouais. C'est le marin. C'est ça. C'est ça, c'est le marin de Jean-Paul Gaultier, qui vient en réalité de Querelle de Fassbinder. Mais c'est réellement ça. C'est vraiment c'est ces figures d'hypermasculinité qu'on imagine du coup avoir été détournées ou à un moment comme ça. Et ça, c'est le fantasme homosexuel, de l'homme homosexuel en général, je pense. Et moi, je fitais pas avec ce fantasme-là. Et du coup, et je pouvais pas, parce qu'en fait, à l'époque... je savais pas comment, par exemple, transformer mon corps. J'étais un peu bloqué dans mon corps d'adolescent. J'arrivais pas à extérioriser la force que j'avais en moi. Je me disais, c'est bizarre, je suis dans un corps qui a l'air tout fragile, tout ça, alors que moi, je me sens comme un homme hyper fort. Et puis, la société me fait comprendre que je suis hyper féminin, alors que moi, je trouve pas... Enfin, tu vois, je me sens pas... Justement, par rapport à mes amis qui avaient fait une transition, tout ça, je me disais, bah, moi, par exemple, je sens pas ce besoin. Je m'identifiais pas du tout en tant que femme, ni en tant que non-binaire. Moi, j'adore être un homme. Je me sens bien dans mon corps, tout ça. Juste, j'aimerais qu'il soit à l'image de la force que j'ai. Et j'étais bloqué, parce qu'avec mon bras, forcément, faire de la muscu, c'était pas la chose la plus facile. Maintenant, j'en fais, j'ai réussi, parce que j'ai dû aller voir un laboratoire américain qui m'a créé une prothèse pour pouvoir faire du sport, tout ça. Donc, ça a été quand même toute une vraie démarche. Et à cette époque-là, ouais, je savais plus trop comment exister, parce que je savais plus comment j'allais faire, quoi. Je me disais, oh là là, tous ces trucs que j'ai su surpasser, etc., aujourd'hui, ça devient de vrais problèmes, quoi. Et en plus, c'est un problème matériel, c'est-à-dire que le corps en soi, c'est un problème qui est vraiment que tu peux pas régler par la psyché, qui est vraiment un problème matériel. Et du coup, je me suis dit, écoute, si tu veux pas changer ce corps, va falloir changer ta façon de le penser. Et donc, c'est aussi à ce moment-là, du coup, forcément que j'ai dû aller vers la thérapie. Selon le baromètre santé 2017, chez les personnes lesbiennes et bisexuelles, par exemple, la prévalence des épisodes dépressifs caractérisés dans l'année est 2 fois plus importante que chez les personnes hétérosexuelles. Respectivement 13% contre 8%. Plus de la moitié, 56% des personnes trans interrogées déclaraient avoir fait une dépression suite à des actes transphobes et 18% une tentative de suicide. Voilà, c'est posé. C'était un peu une ambivalence, c'est-à-dire que le milieu queer était le premier endroit où je me sentais enfin chez moi, quelque part, où je me sentais reconnu, aimé. Mais d'un autre côté, c'était le milieu queer qui m'aimait beaucoup.
Par contre, dans ma vie personnelle et dans l'amour en général, dans des relations vraiment amoureuses ou même sexuelles, je me rendais compte que là, par contre, ce que j'étais pouvait poser problème. Et donc, du coup, c'est très difficile de se rendre compte qu'en fait, une marge peut en bouffer une autre. C'est-à-dire que la marge de mon handicap bouffait la marge de, de mon homosexualité. Et donc, du coup, c'était deux marges un peu incompatibles. Et il fallait que j'arrive à les faire vivre ensemble. C'est Voilà. l'intersectionnalité incarnée, hein. La rébellion, en tout cas ce choc de titan, il passe aussi par le vêtement. J'ai l'impression Ouais. que ça a aussi été une révélation très forte pour toi de découvrir que tu pouvais te créer une identité qui passait Ouais. par ton apparence, par ta façon de t'habiller, de te coiffer. Mais les vêtements et la mode en général, c'est ce qui m'a émancipé de mon handicap. Et puis surtout, ça a été le premier choix que j'ai fait. Parce que je me souviens qu'en fait, un jour, je pars de chez moi et puis j'avais vu, à l'époque, j'étais fan de The Pretty Reckless et de Taylor Momsen. Et elle portait toujours des shorts très courts et tout. Et du coup, je décide de couper un de mes jeans, je le coupe, mais ras la fouf. Le truc vraiment, genre, c'était une culotte, quoi. Et je vais m'acheter des Doc Martens et tout. Et puis, je mets tout dans un sac. Et je sors de chez moi habillé normalement. Et puis, dans la rue, à 300 mètres de chez moi, je décide de me changer. Tout ça. Et là, vraiment, je me rappellerai toujours, je passe comme ça près du métro et je vois les gens interloqués. Et pour la première fois, en fait, c'est des gens qui sont interloqués, pas par mon bras, mais par la façon que j'ai de m'habiller, quoi. Ce jeune garçon en boom boom short, quoi. Exactement. Et là, je me dis, génial. Génial, c'est donc ça le pouvoir de représentation, tu vois. Et là, ça a été le début d'un très mauvais style vestimentaire, faut bien le dire, parce que j'étais dans le choc. Mais d'un côté, c'était aussi le moment de libération, quoi. À ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, je vais pouvoir enfin avoir une identité que j'ai choisie et que les gens vont pouvoir me regarder parce que j'ai choisi qu'ils me regardent. Voilà. Il y a une autre thématique que je voulais aborder avec toi, parce qu'elle a énormément de points d'intersection avec la question de la santé mentale, c'est la toxicomanie, l'usage de drogue. Pareil, tu t'en es ouvert, voilà, je ne me permettrai pas de l'aborder si je ne savais pas que c'est quelque chose dont tu acceptes de parler. Je crois que c'est à Berlin que tu as commencé à consommer de la drogue. Est-ce que ça t'a permis, en fait, de surpasser quelque chose ou est-ce que ça t'a au contraire plongé dans quelque chose de plus dur encore à surpasser? Alors, j'ai continué la drogue à Berlin, mais je l'ai découverte à Bruxelles. Ok. À l'époque, j'étais à l'école Saint-Luc, au lycée. C'est un lycée artistique. J'étais là-bas avec Roméo Elvis, on était colocs, tout ça. Et en fait, là-bas, déjà, je découvre un monde entier. Une école dans laquelle, enfin, je me sens à ma place, dans laquelle j'ai enfin des amis, dont Roméo, qui a été un des premiers vraiment... c'était trop beau, j'ai failli me faire bully par des gars ébénistes là-bas. Et il s'est vraiment mis devant eux. Et il leur a dit, si vous voulez l'embêter, il faudra m'embêter moi. On ne se connaissait absolument pas. Et ça a été un de mes premiers amis à Saint-Luc. Et en fait, là-bas, j'ai découvert un monde, quoi. Un endroit où on était célébrés pour être ce qu'on est, où les adultes aussi nous célébraient. Et où c'était pas juste entre nous, mais où réellement le corps professoral était là pour nous. On tutoie les profs. Ils sont à notre service. Fumer un pétard à Saint-Luc, c'est pas la fin du monde. Au contraire, enfin, tu vois, il y a un truc vraiment d'école d'art belge totalement free, quoi. Je faisais tout ce que je voulais. Et puis à l'époque, c'est aussi la Belgique, c'est de la culture de la rave. Parce qu'en fait, en Belgique, c'est très difficile d'avoir de l'alcool quand tu es ado. Parce qu'ils ne vendent pas d'alcool dans les magasins pour les ados. Il faut vraiment donner sa carte d'identité. Et du coup, là, je rencontre mon premier Taz, quoi. Mon premier exta. Je dois avoir 15 ans ou 16 ans. T'es petit, Et, hein. Ouais, on est petit, ouais. Mais à l'époque, en plus, ça nous semble totalement normal. Parce qu'en plus, c'était aussi normalisé par les trucs qu'on regardait. C'était l'époque de Skins. Et du coup, c'était aussi tout un truc où la drogue pour les ados, c'était banalisé. Où c'était devenu... on avait des icônes qui étaient aussi des personnes qui prenaient la drogue, quoi. Et du coup, j'ai commencé vraiment à ce moment-là à faire beaucoup, beaucoup la fête. Et puis ensuite, j'ai eu un appartement dans Bruxelles. Et là, compliqué, parce que là, du coup, je vivais seul avec moi-même. Et à l'époque, je suis amoureux d'un garçon qui est beaucoup plus âgé que moi, qui a 24 ans. Et on se met ensemble, on se met en couple, on vit ensemble, tout ça. Et puis lui, à la fin de ses études, donc à la fin de l'année, parce que c'était sa dernière année d'études, il devait partir pour le Québec pour faire son stage de fin d'études à l'étranger. Et au moment où il part, c'est là vraiment que commence la descente dans la drogue. Parce que
Julien, il s'appelle Julien, il était vraiment mon premier socle. C'était ma première famille stable. C'était mon premier endroit safe. Et je me souviendrai toujours, je l'ai accompagné avec sa maman à l'aéroport. Et quand je suis rentré après à Lille, du coup, dans ma ville, quoi, là où j'ai grandi, je reconnaissais plus les rues. J'étais complètement perdu. Vraiment, je me suis retrouvé dans les rues complètement perdu. Et là, j'ai fait une rencontre un peu déterminante. J'ai une amie de très longue date que j'avais pas vue. Je la rencontre dans la rue, puis elle me dit ce soir on fait la fête. Est-ce que tu veux venir, tout ça? Finalement, la fête n'a pas pu se faire là-bas, donc elle s'est déplacée chez moi. Et de cette fête sont restées 6 personnes vivre chez moi. Et ensuite, mon appartement est devenu une espèce de squat qu'on appelait le Milk Check, dans lequel se faisaient tous les afters. Et en fait, c'est un cercle un peu vicieux parce que en fait, la drogue, au départ, tu la prends pour faire la fête. Puis ensuite, tu fais la fête pour prendre de la drogue. Puis en fait, c'est plus la fête à un moment donné. Puis ce moment-là, c'est quand tu peux prendre de la drogue à n'importe quel moment. Et que surtout, tu en as besoin. Et en fait, tous mes rapports sociaux, faut imaginer que moi qui ai grandi à l'écart, d'un coup, là, tous mes rapports sociaux étaient hyper chouettes parce que, en fait, le milieu de la drogue, c'est un endroit où, qu'importe ce que tu es, tant que tu te drogues, t'es le bienvenu. Et du coup, c'est hyper dangereux quand t'es jeune, parce que t'as l'impression de faire enfin partie d'une communauté qui t'accepte pour ce que t'es, qui célèbre ce que t'es. Et en plus, vraiment, tu vois, c'est-à-dire que c'est un milieu dans lequel il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que j'étais pas avec des gamins de mon âge, par exemple, tu vois. Il y en avait des amis de mon âge, mais je me droguais autant avec des gars de 45 balais qui avaient une femme et 2 gosses, qu'avec des gamins de mon âge de 17 ans, parce qu'il n'y a plus de frontières dans le milieu de la drogue. L'important, ce qui nous réunit, c'est la drogue. Et donc, au départ, tu prends des drogues un peu rigolotes, des extas, de la coke, des trucs comme ça. Et puis après, tout ça, ça suffit plus. Et du coup, tu prends des drogues plus méchantes, que moi, je qualifierais plus de plus charmantes que plus méchantes, mais elles sont plus charmantes parce qu'elles sont plus solitaires, parce qu'elles te permettent aussi une évasion plus grande. Et donc à ce moment-là, je me drogue, quoi. Et là, je perds aussi toutes les personnes qui sont autour de moi, parce qu'à l'époque, j'avais fait des économies pour rejoindre mon amoureux, du coup, Julien, au Canada, après ma dernière année de lycée. Et en fait, toutes ces économies passent dans la drogue, et puis j'ai plus d'argent. Et du coup, là, je vais me mettre à dealer aussi de la drogue, parce que et je suis là, 17 ans, sur mon vélo, avec 10 grammes de speed dans la culotte. Et en plus, à ce moment-là, le truc, c'est que si tu veux, je suis un super mauvais dealer parce que je suis un consommateur déjà. Et puis en plus de ça, le truc, c'est que je suis un jeune garçon qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour. Et quand tu as beaucoup de drogue chez toi, beaucoup de gens t'aiment. Ouais. Et du coup, c'est très compliqué à ce moment-là. J'ai des grossistes qui m'avancent en gros la drogue, si tu veux. Puis ensuite, moi, je vends. Et puis une fois que j'ai fait mon compte, tu vois, je leur donne l'argent que je leur dois. Et puis l'idée, c'est de faire un peu de bénéfice. Il faut savoir que je n'ai fait aucun bénéfice et que surtout, je n'ai presque rien vendu parce qu'en fait, je filais à qui voulait bien être mon copain, quoi. Puis c'est aussi ça la drogue, c'est que, en fait, ça fait un entonnoir, la drogue. C'est-à-dire qu'au départ, tu as un grand cercle social parce que quand tu prends des tasses ou des trucs comme ça, en vrai, tout le monde, je pense, en Europe, au moins une fois dans sa vie, a voulu ou a essayé de prendre un taz ou une trace de coke ou un truc comme ça, tu vois. Et donc, t'es pas encore trop marginalisé. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ton cercle social, il s'amoindrit au fur et à mesure que toi, tu te toxifies, quoi. Et donc, du coup, ton environnement aussi se toxifie. Et comme tu veux pas voir que tu es un junkie, du coup, tu vas te mettre à fréquenter les gens qui ont les mêmes pratiques que toi. Parce que moi, dès que mes amis me disaient « Ah, Luc, il faut que tu ailles mollo, là, là, », d'un coup, il devenait l'espèce de miroir que j'avais pas envie d'avoir. Et donc, très vite, sans même que j'ai besoin de le déclarer, il sortait de mon environnement, quoi. Et donc, du coup, j'ai fini par un environnement de gros junkie, quoi. Vraiment, vraiment. Et je me souviens d'un soir où j'ai pris toutes les drogues qui soient, je crois. Et puis, je finis par un demi-carton de LSD, comme ça. Et je me réveille vraiment dans une cave à Bruxelles. Et il y a des images autour de moi qui sont vraiment pas glorieuses. Et du coup, vraiment, à ce moment-là, c'est comme si le petit garçon que j'étais de 17 ans, avant la drogue, se retrouvait d'un coup ici. Comme s'il y avait pas eu du tout la route qui menait jusque-là. Et je ne comprenais pas ce que je foutais là. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard parce que ton corps, il est rempli de tous ces besoins, ces envies.
Et donc, tu es un peu piégé, quoi, parce que physiquement, là, il n'est plus question de mental ou d'envie, il est question vraiment de physique. Physiquement, ton corps, il est en demande, en besoin de cette drogue-là. Et je me souviens que je suis sorti de cette cave et il faisait un soleil monstrueux. Et vraiment, je me suis pris une claque de soleil, de vitalité, quoi. Et je suis allé voir ma grande sœur, j'ai décidé d'en parler avec elle. C'était la première fois que je parlais avec quelqu'un et que ça devenait réel, quoi. Et à partir de là, s'entame, grâce aussi beaucoup à ma maman qui du coup l'a vu un peu tard, mais qui l'a vu parce que moi je me cachais d'elle. C'est pas qu'elle a pas voulu le voir, mais c'est que comme je maigrissais beaucoup, parce que j'ai fini à 47 kilos, donc autant dire que je fais 1m86, donc j'étais vraiment maigre. Mais le truc c'est que ouais, plus je maigrissais, plus j'avais honte de mon état, donc plus je me cachais des gens que j'aimais, etc. Et finalement, j'ai plus le choix. Et puis un jour, je me souviens, j'avais pris trop de speed. Et du coup, j'étais devenu aphone. J'avais plus du tout de voix. Et je vais dîner chez ma mère parce qu'elle insiste. Et donc, je me dis, bon, écoute, il faut y aller. Et j'y vais. Et déjà, je vois ses yeux. Forcément, une maman, quand elle te voit en sale état, je vois ses yeux inquiets et tout ça. Et puis à table, j'étais devenu la conséquence des drogues que je prenais. C'est-à-dire que soit j'allais bien parce que j'étais en montée, soit j'allais mal parce que j'étais en descente. Mais il n'y avait plus d'endroit middle. J'avais plus de... Je me souviens à l'avoir dit après quand je suis rentré à l'hôpital, c'est très difficile quand tes humeurs, elles sont dictées par la drogue que tu prends. C'est-à-dire que tu es juste le résultat des drogues que tu prends. Et ta psyché, elle... tu la contrôles plus, quoi. Il n'y a plus de neutralité, en fait. Non, il n'y a plus aucune neutralité. Milieu, quoi. C'est le up ou le down. Mais tu connais rien d'autre. Et donc, du coup, tu veux toujours être dans le up. En bon survivant que je suis, j'ai toujours voulu être dans le up. Et c'est ça qui m'a amené au plus gros des downs. Voilà. Et c'est grâce à ce séjour à l'hôpital que tu as pu décrocher Ouais. et te débarrasser de cette addiction. Ouais, clairement. Ouais. Je suis allé à l'hôpital et puis là, tout s'est bien passé. Moi, c'est la chance que j'ai avec le milieu hospitalier, c'est que je le connais bien, de par mon enfance et tout. Et je trouve que c'est des personnes extraordinaires. Parce que c'est des personnes avec qui on n'a aucun lien et qui finalement se battent avec nous jour après jour. Et ce corps médical, vraiment, ils m'ont sauvé la vie, quoi. Puis surtout, ils m'ont fait comprendre que j'aimais ça, être en vie. J'adorais ça. Voilà. Ils t'ont néanmoins appris pendant ces jours que tu étais séropositif, si je ne me trompe pas. Du coup, je regardais hier soir, évidemment, il y a énormément de liens entre la santé mentale et la séropositivité. On retrouve des taux d'anxiété beaucoup plus élevés chez les personnes qui sont porteuses. Ouais. Est-ce que toi, tu te rappelles de ce qui t'a traversé quand tu as appris cette nouvelle ? Moi, ça a été tout l'inverse. Moi, c'était un grand souffle de vie. Je le dis toujours, moi, le VIH, il m'a sauvé la vie. Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais mortel et donc que j'étais vivant. Et du coup, en fait, je pense qu'on a tous conscience qu'on va mourir un jour. Ce qui est différent, c'est de le savoir. Et à ce jour-là, je l'ai su, quoi. J'ai su qu'un jour, j'allais mourir. Et c'était devenu une certitude. Et du coup, et pas forcément du VIH, c'est ça qui est fou. C'est qu'aujourd'hui, on vit très bien avec le VIH. Ouais, c'est important de le préciser, d'ailleurs. Ah ouais, clairement. Dans les années 80, 90, quand tu apprenais ça, c'était quasiment une condamnation à mort. Ouais, aujourd'hui, clairement. c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Et puis, en plus, ça n'a aucun effet, finalement, sur ma vie en général. Je veux dire, moi, je suis sous traitement, je vais très bien. Je suis un risque pour personne. Je suis pas un risque non plus pour moi-même. Et donc, du coup... Finalement, en fait, c'est justement ça, c'est quand les médecins, parce que le VIH, on en a une idée tellement mortelle à cause de cette propagande de peur des années 80 et tout, que même moi, tu vois, qui suis d'une autre génération, quand on m'a appris ça, j'avais ces images-là, j'avais Philadelphia en tête, et puis tous ces trucs horribles. Et finalement, quand le médecin m'a dit mais tout va bien se passer, hein. T'es arrivé au bon moment, du coup on va te mettre sous traitement. Et en plus j'ai eu de la chance parce que je réagis très bien au traitement et tout, donc ça a été très fluide finalement. Moi, ma relation avec le VIH, elle a été, en tout cas en termes de santé, elle a été très fluide, tout s'est très bien passé. Mais le seul truc, c'est que t'en es conscient quand même. C'est-à-dire qu'une maladie dégénérative, quelle qu'elle soit, que ce soit un cancer, le VIH, quelle qu'elle soit, c'est une petite mort que tu tiens à l'intérieur de toi, quoi. Moi, du coup, je la vois comme un rappel à la vie. Voilà. En fait, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le documentaire. Et puis dans notre conversation, en fait, tu l'as employé plein de fois. C'est à quel point ton corps est touché par énormément de gens
dans ce documentaire. Il y a des maquilleurs qui vont te couvrir de fond de teint blanc pour faire un shooting où tu es comme une statue. Il y a des médecins qui font des analyses, qui te font une prise de sang, qui t'auscultent, qui t'examinent. Il y a un magnétiseur qui touche ton corps. Après tu performes au cabaret de Madame Arthur et il y a des gens qui te touchent le cul. et je me suis dit, c'est quand même assez extraordinaire, en fait, parce que finalement, tu as fait en sorte que ton corps soit un objet permanent d'attention et de soins. Là où, et pardon, je vais faire de la psychanalyse de bazar, je m'en excuse, mais là où petit garçon, ton corps, il a fait l'objet d'une certaine distance et d'une certaine peur. Et je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve ça beau, en fait. C'est ouf, j'ai jamais réfléchi. Mais ouais, c'est vrai. Hein. Quand tu le dis, du coup, j'ai les images du film en tête et c'est vrai. Je pense que c'est juste parce que aussi... là où, dans mon enfance, le bras n'a pas été forcément célébré, j'ai eu beaucoup de chance après des rencontres que j'ai faites et qui ont vraiment érigé mon corps à une idée de canon. C'est aussi grâce à ça c'est grâce à la mode, par exemple, que j'ai pu m'aimer, que j'ai pu aimer mon image. C'est grâce à des photographes, à des maquilleurs, à des stylistes que j'ai pu amplifier le message de ce corps et me rendre compte qu'en fait il était là pour être un vecteur qui dévoile des messages bien plus grands que lui-même. Il avait une fonction, et à partir du moment où en fait mon handicap avait une fonction, alors pour moi il était plus un handicap, c'était une plus-value énorme, et ça c'est grâce à eux que je l'ai appris. Donc aujourd'hui ton corps, tu l'aimes? Je l'aime de fou, ouais. Je l'aime, et c'est aussi ce que dit ma chanson I Don't Need Your Love. C'est que vraiment je l'ai écrite pour ça, parce que j'ai eu longtemps besoin de l'amour des autres pour m'aimer un peu, et à 27 ans, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis tombé amoureux de moi-même, quoi. Enfin, je me suis rendu compte de la force qu'il avait fallu à ce petit bout de chou pour arriver à ces 27 ans. Et aussi, je me suis rendu compte, avant, en fait, je me concentrais sur ce que mon corps m'empêchait de faire. Et après, je me suis rendu compte que mon corps me permettait aussi beaucoup de choses. Et grâce à lui, j'ai pu danser et j'ai pu être au contact de génies comme Marie-Agnès Gillot ou comme Caroline Carlson. Grâce à lui, j'ai pu aussi être au contact de grands photographes. Et finalement, du coup, je l'aime encore, je lui dois tellement. Et puis je pense pas non plus forcément que j'ai fait tout ça parce que juste j'ai qu'un bras, mais parce que justement c'est un désordre ordonné, c'est-à-dire que, et je me souviens, c'était un de mes profs d'histoire de l'art qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu sais, un Picasso n'est beau que parce qu'il est regardé, et qu'il est observé, il est démantelé, et que du coup ça fait de cette espèce de désordre que tu regardes à la base en te disant c'est quoi cette espèce de truc, une œuvre d'art, quoi. Et du coup, je pense que moi, je suis un grand désordre, mais dans lequel, du coup, c'est un corps qui est rempli de vie, quoi, qui est pas inerte. Ça évoque quoi pour toi quand je te dis folie douce? Folie douce, plein de choses. Déjà, je pense que pour être artiste, il faut déjà être empreint de ce que tu appelles peut-être une folie douce. Moi, la folie, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. J'ai toujours eu peur de devenir fou. Mais d'un côté, je sais que je le suis un peu. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais que je le suis un peu. Et je sais que c'est parce que je le laisse vivre que je deviens pas complètement fou, justement. Ouais. Et c'est peut-être ça pour moi, en tout cas, ce que ça évoque, la folie douce. C'est que, ouais. Et puis, par exemple, je peux en citer, tu vois. Par exemple, une amie à moi qui est une folle douce, c'est Béatrice Dalle, tu vois. C'est une folie douce. Parce que c'est une folie inoffensive. C'est une folie, au contraire, qui est améliorative. C'est une folie qui a tant de choses à donner. C'est une folie qui quand elle s'observe, est magnifique. Et puis c'est une folie commune à toutes les grandes personnes de ce monde que j'ai pu côtoyer ou rencontrer ou aimer. Marie-Agnès, c'est pareil. C'est une folie douce. David Bobet, c'est pareil.
Tim Walker, tous les grands noms de ce monde avec qui j'ai pu travailler, j'ai toujours ressenti ça. Je pense que justement leur catalyseur, c'est s'exprimer. C'est leur expression. Et avec le recul, au final, c'est quoi la meilleure des thérapies ? La musique. Pour sûr. Parce qu'elle permet de dire haut et fort des choses. La musique, ça me touche beaucoup parce que c'est exactement en adéquation avec l'image que j'ai de la vie, à savoir la sublimation. La musique, elle permet la sublimation des sentiments, la sublimation d'une solitude, la sublimation aussi d'expériences, de traumatisme. Masculinity, par exemple, tu en as parlé tout à l'heure, c'est une sublimation de ma souffrance en tant qu'homme. I Don't Need Your Love, c'est une sublimation de mon besoin de liberté. Je pense que c'est vraiment ça, la musique. Et puis surtout, ce qui est magnifique avec elle, c'est que ce qui la rend sublime, c'est qu'elle est partagée. C'est que dès lors que je me mets au piano et que je chante seul, dès que c'est écouté et ressenti et interprété par quelqu'un d'autre, alors ma solitude n'en est plus une. Alors ça devient un message, ou ça devient une plainte commune. Une protestation commune, ou une célébration commune. Et je dis souvent ça parce que on a l'impression que être triste et seul, c'est difficile. Mais je pense qu'être heureux et seul, c'est encore plus dur. Je pense que célébrer seul, c'est nul. C'est ce qui me fait le plus peur dans mon métier. C'est que c'est un métier qui est... et je le vois parce que j'en suis qu'au début, mais c'est un métier qui a tendance à isoler. Et moi, je veux surtout pas être en dehors du monde. Moi, je veux être avec le monde et pour le monde. J'ai pas envie du tout d'être tout seul là-haut. Alors, la musique, elle permet ça, ouais. Puis surtout en concert, tu vois, c'est là où tu te rends compte, quoi, que c'est ma plus grande thérapie. Que quand il y a 10 000 personnes qui crient avec toi « What about my masculinity ?» je demande à trouver le psy qui peut te refiler cette sensation, quoi. Merci beaucoup, Lucky Love. Merci à toi. C'était génial. Salut. Ouais. Dans ce podcast, l'idée que je veux défendre, c'est la force de la vulnérabilité. Lucky Love est en ce sens pour moi un pionnier. Il explique bien comment, dans son parcours, de par son identité, il a été obligé de prendre ce pas de recul sur la société, de faire ce zoom out qu'il décrit dans l'enfance. Je suis tellement contente de voir qu'il est en train de devenir une icône pour toute une jeunesse dans le monde entier. Je tiens à le remercier pour sa sincérité et cette infinie douceur qui émane de lui. Si les sujets qui ont été abordés au fil de l'épisode, au sujet notamment du harcèlement scolaire ou de la drogue, vous concernent ou concernent un de vos proches, je vous glisse en description quelques ressources. Prenez soin de vous et prenez votre temps. Folie douce est un podcast créé, produit et animé par Lorraine Bastide. Production Marie-Laurence Chéry, assistée de Agathe Sado. Réalisation et mixage Marion Emery. À la prise de son, Clémence Sicula. La musique est une création originale de Irma et les visuels sont signés Louison Colhomme. Folie douce, c'est un podcast que je produis grâce à la publicité, mais aussi grâce au soutien de mes auditeurs et auditrices. La meilleure façon de m'aider à continuer, c'est de vous abonner à la version payante de la newsletter de Folie douce, dans laquelle je vous conseille 2 fois par mois des livres, essais ou fictions, récents ou non, qui parlent de santé mentale et où j'interviewe leurs auteurs et autrices. Vous y trouverez aussi des petits billets avec des conseils et des blagues, et des recommandations de podcasts, articles ou films. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner à la version gratuite pour être tenu informé de toutes les sorties d'épisodes. C'est hébergé par Kessel, le lien est dans la description de l'épisode, et sinon vous tapez Folie douce par Lorraine Bastide.